Merci, 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 merci. D'abord, je vais commencer par souhaiter une très belle fête de la Saint-Valentin à tout un chacun. Voilà. Que vraiment l'amour continue de prendre le dessus. Voilà, de tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment et à cet instant T. Et j'en profite aussi pour souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à mon cœur. Voilà. Loin des yeux, mais toujours dans le cœur, loin des yeux. Olé, liédé. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons zailler un tout petit peu, nous allons parler un petit peu, nous allons faire des cassements de papo. Et je vais en profiter pour dire à mes abonnés au niveau de YouTube de me rejoindre sur Facebook. Et j'aurai l'occasion, voilà, de pouvoir partager le direct sur YouTube quand j'aurai fini avec Facebook. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Mais bien avant de commencer ce direct, je vais d'abord vous présenter, vous montrer. Oh my goodness! Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Ségou aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était merveilleux, magnifique, à couper le souffle au niveau de Ségou. Nous avons le premier ministre, comment on appelle le général Maïga, qui était à Ségou. Le général de division Ablaye Maïga, premier ministre, est arrivé ce matin et il a procédé au lancement du projet Ndé-Douga 4. Et au total, il y avait près de 4200 hectares de périmètre irrigués qui seront réhabilités pour soulager l'agriculture malienne. Et aussi, il a fait l'inauguration et de la rénovation du stade de Ségou. Et aussi, il aura l'occasion de faire la pose de la première pierre, voilà, du vestibule des chefs traditionnels de la région de Ségou. Je vais vous montrer un extrait depuis Ségou. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, nous aurons un lourd cassement de papo à faire qui va démontrer encore pas à plus que Alassane Draman Ouattara est dans le bain. On y va avec au niveau de Ségou. Qui sont venus pour renouveler quelque part leur confiance, voilà, aux autorités maliennes. Et ils ont dit qu'ils allaient tous surmonter les obstacles et vraiment trouver des moyens pour pouvoir faire avancer le Mali par la grâce de Dieu. Je vais vous montrer, c'était magnifique à couper le souffle, ce qui s'est passé au niveau de Ségou aujourd'hui. C'était fantastique. Allez dire à ceux qui sont encore en train de douter, en train de nous dire que
le gouvernement de transition comment on appelle, Assimi Goïta, voilà, est en perte de vitesse. Allez leur montrer, le stade était plein à craquer aujourd'hui au niveau de Ségou. Et je voulais vraiment dire félicitations au Premier ministre Maïga pour tout le travail qu'il est en train d'abattre en ce moment et à cet instant T. Nous voyons déjà, voilà, des résolutions qui sont en train d'être prises, des changements. Et je suis sûre et certaine que avec sa venue, il y aura beaucoup de surprises, voilà, qui seront faites pour le peuple du Mali. Et je les invite à toujours soutenir, voilà, le gouvernement de transition pour le travail colossal, magnifique et super qu'ils sont en train de faire en ce moment et à cet instant. Bravo, bravo, bravo à toutes les personnes qui ont participé, voilà, à cette réussite au niveau des Ségou. J'aurais bien voulu être là, mais bon, c'est pas grave. Une prochaine fois, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion, voilà, de visiter Ségou, qui est une très belle et magnifique ville. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T avec Alassane Dramane Ouattara? C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara est vraiment dans du pain. Dans du lourd pain. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit haut et fort que Alassane Dramane Ouattara a peur d'aller à la CPI par rapport aux crimes qui ont été commis sous son gouvernement pendant, voilà, la rébellion et tout. Il y a eu un moment, j'ai eu à faire en direct où je vous ai dit qu'il y avait une plainte qui a été déposée, voilà, au niveau de la CPI et que c'est la raison, la pure raison que Ouattara a peur de perdre le pouvoir parce que il se dit que s'il perd ce pouvoir, il y aura une possibilité pour lui de venir devant la Cour pénale internationale et aller se justifier sur les 3000 morts du moment où le président Laurent Gbagbo a été complètement acquitté. Quand le président Laurent Gbagbo nous a dit, et je cite que la France est celle-là même qui a participé à la chute de son pouvoir, quand le président Laurent Gbagbo nous a dit que effectivement c'est cette France qui a bombardé, voilà, le bunker, qui a permis, voilà, à Ouattara de pouvoir mettre la main sur le président Laurent Gbagbo. Certaines personnes ont dit non, que c'est pas la vérité. Il y a certaines personnes qui sont allées même au-delà pour dire que non, que ce n'est pas juste pour le président Laurent Gbagbo de le dire et que c'est Ouattara. Mais nous le savons fort que Alassane Dramane Ouattara ne pouvait nullement pas accéder, voilà, à ce trône, ne pouvait pas accéder, voilà, comment on appelle, au palais présidentiel sans l'appui et sans l'aide, voilà, de la France. Et là, nous avons une interview vraiment à couper le souffle. Et je pense que cette vidéo est encore une preuve palpable que les autorités futures dans le pays peuvent utiliser, qui vont démontrer encore par A plus B que Alassane Dramane Ouattara a été aidé et qu'il a briganté, il a violenté et les Ivoiriens ont perdu leur vie à cause de sa venue au pouvoir. Je vais vous remontrer, voilà cet extrait à couper le souffle. Et vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent au niveau de notre belle patrie. On y va. Il y a une chose dont je me souviens très bien, où j'ai pas appelé à l'aide, mais où je me suis tourné vers lui. C'était à la fin de la crise en Côte d'Ivoire, en 2011. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Gbagbo avait refusé le résultat des élections. Il y avait des mercenaires partout dans Abidjan. Et on avait reçu l'ordre. Confirmé par les Nations Unies de faire arrêter les massacres que perprétaient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens du Nord, etc. Et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles qui tirent à 4 km. Des hélicoptères, pour ceux qui connaissent. Des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Donc ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça.
Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitime. On écoute attentivement cette vidéo, elle est très importante. Et je vais demander à tout un chacun de partager massivement ce direct, parce que ce monsieur est en train de nous faire une révélation où les ordres sont venus. Comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à ce qu'on puisse mettre la main sur le président Laurent Gbagbo? Je le dis haut et fort que Alassane Draman Ouattara et sa bande de clics de merde, de bordel et de criminels de la France ont été ceux pour ne pas dire, qui sont passés par tous les voies et moyens en complicité dans le temps avec cette même ONU pour pouvoir déboussoler, pour pouvoir brigander, violenter, voilà, le peuple ivoirien. On va écouter minutieusement ce qu'il est en train de dire, c'est très important. Cette nuit, avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient, enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. Quand même difficile, hein. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos, fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes, etc. Et donc voilà, ça a été compliqué, ça a été un ordre, plus celui qui commandait était un bon camarade, et ça a été très compliqué. Et je dis c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et puis ça faisait moi aussi 3 ou 4 nuits que j'avais pas dormi parce que je regardais un peu tout ce cinéma là. Et donc je dis à mon adjoint, je rentre chez moi, je vais prendre une douche, je dors 2 heures et je reviens. Et en partant, j'ai intercédé en disant mais est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que vous m'avez donné le discernement de prendre la décision? Est-ce que j'ai bien pesé ce que je faisais courir comme risque aux soldats français, etc., etc., etc. Autant vous dire que si j'ai pris une douche, j'ai pas dormi. Est-ce que j'ai pris une bonne résolution? Est-ce que j'ai fait le bon discernement de mettre en danger la vie des soldats français? Donc quand on dit que ce sont les soldats français qui ont participé, donc c'est la vérité. Parce que ce monsieur qui est en train de nous parler, faites monter le mercure. Ce monsieur qui est en train de nous parler est le général français Didier Castres. Et cet officier a dirigé les opérations de bombardement de la résidence du président Laurent Gbagbo lors de la crise ivoirienne pour installer le bandit voyou brigand de Ouattara. Et aujourd'hui, cet officier-là, il est le président du groupe GEOS, G-E-O-S, qui est une milice française qui opère en Côte d'Ivoire au service exclusif de Ouattara. Et vous vous souvenez encore, ce monsieur-là, il a été avec, comment on appelle, avec Emmanuel Macron et puis Ouattara, ils ont confié la mission de mettre en place un dispositif militaire de déstabilisation de l'AES. Donc ce monsieur le général-là, Didier Castres, Emmanuel Macron et Ouattara ont mis à sa disposition et il a la responsabilité de mettre en place un dispositif militaire de déstabilisation de l'AES. Et il est en train de nous faire des révélations en nous disant que est-ce que les militaires français, est-ce qu'il a pris la bonne résolution? Est-ce qu'il a fait le bon discernement pour permettre aux militaires français de mettre leur vie en danger? Pourquoi
les militaires français doivent mettre leur vie en danger. Du moment où le problème se passait et se portait entre deux Ivoiriens, même si on sait que Ouattara n'est pas un Ivoirien. Donc cela veut dire que la France a participé directement, je ne veux même pas dire indirectement, a participé directement à l'enlèvement du président Laurent Gbagbo en complicité avec Ouattara. Le mercure est bon, le son est bon. On va écouter. Hein. Partagez massivement ce direct-là. Faites monter le mercure. Partagez, on va écouter encore ce qu'il a eu à dire. Camarade, et ça a été très compliqué. Et je dis c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Et puis ça faisait moi aussi 3 ou 4 nuits que j'avais pas dormi parce que je regardais un peu tout ce cinéma là. Et donc je dis à mon adjoint, je rentre chez moi, je vais prendre une douche, je dors 2 heures et je reviens. Et en partant, j'ai intercédé en disant mais est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que vous m'avez donné le discernement de prendre la décision? Est-ce que j'ai bien pesé ce que je faisais courir comme risque aux soldats français, etc., etc., etc. Autant vous dire que si j'ai pris une douche, j'ai pas dormi. Et 1 heure après, je suis revenu avec la tête dans les épaules. Le CPCO, il fallait descendre sous terre avec la tête dans les épaules en me disant mon Dieu, aide-moi ou mon Dieu, pardonne-moi. Et quand je suis arrivé, un soldat avait été blessé et Gbagbo avait été fait prisonnier. Donc oui, je remets mon treillis de sous-chef ops de l'état-major d'armée. C'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés... Est-ce que vous entendez même ces gens-là? C'est ce même monsieur-là encore, ce sont eux encore. C'est qu'ils savent ce que le sous-sol africain contient. Ils connaissent nos richesses. Et ils nous disent que, on écoute ça, c'est très important, très important. La stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque j'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire
où la présence militaire, où la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie... Attendez, je vais poser un moment, parce que moi-même... Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils font des réunions pour nous dire. Eux-mêmes, ils font des réunions pour départager l'Afrique. C'est que, en Afrique de l'Ouest, là, ça, on va faire comme si. En Afrique de l'Est, là, de Sud, là, il y a ça là-bas. En Afrique centrale, il y a ça. Bon, le Sénégal, on voit maintenant que la Chine, la Russie veut prendre nos différents territoires. Bon, nous, maintenant, là, ça ne nous arrange pas. Donc, on doit faire des... J'ai dit, mais attendez, là. Mais ils sont sérieux? Quand on vous dit que la France n'est rien sans l'Afrique, là, c'est la preuve palpable. Quand on vous dit que la France ne peut pas survivre sans l'Afrique, là, c'est encore une preuve. Quand on vous dit que la France, les Français, la France veut une Afrique sans les Africains, là, voilà la preuve palpable. Donc, il faut tous leurs projets, tous leurs faits de société, tous leurs, comment on le dit, leurs investissements basés sur les biens, les ressources de nos différents pays africains. Et ils ont le culot même de s'asseoir et débattre des stratégies qu'ils vont prendre pour pouvoir venir plier nos biens et nos ressources avant que d'autres personnes puissent venir. J'ai dit, mais ça, c'est que ils sont culottés jusqu'au dernier degré. On va réécouter un tout petit peu pour les personnes qui viennent de me joindre parce que je sens que le mercure est en train de monter. On va écouter rapidement. Manifester leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire, c'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Oui, l'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger aussi parce que parmi tous ces pays-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait que c'est Ouattara qui a pris la Côte d'Ivoire gratuitement. Il a mis ça dans la main de la France. C'est Ouattara qui a pris la Côte d'Ivoire gratuitement et il a vendu à 0 francs pour lui-même pour pouvoir se sécuriser, se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il a fait de la Côte d'Ivoire cadeau à la France. Et en plus de cela, qu'est-ce que Ouattara fait? Quand je vous dis que ce monsieur-là, c'est sanguinaire de grand chemin, un dictateur, imposteur, pas flotteur là. Ouattara n'a jamais respecté sa parole. Il n'a jamais dit qu'il allait faire quelque chose et il a tenu à sa promesse. Nous allons écouter un peu ce que Ouattara a eu à dire. On va écouter, on va tout doucement. Écoutez rapidement le mentor de Ouattara. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans.
On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc je suis sûr que maintenant vous me comprenez. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge du président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand je finis de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 heures. Et à 10 heures, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer. Un mentor de grand chemin. Ouattara est un mentor, un flotteur pro max. On va écouter, hein. On écoute. Du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Vous avez entendu? On va revenir encore. Ce monsieur-là, c'est un danger, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. On va écouter encore ce qu'il a eu. Ils vont baisser. Parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Donc nous avons décidé il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODES. Quant au prix de l'eau, les négociations sont en cours et je peux vous assurer que nous n'accepterons pas d'augmentation d'électricité. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Mais ces prix vont baisser. Parce qu'il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODES. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Vous l'avez vu, non? Il y a le vieux là. Wallahi billahi ta'ala, lui là, c'est un mentor de premier chemin. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il a besoin de soutien pour pouvoir continuer à mentir aux Ivoiriens, à mentir aux Africains. Donc, ils sont même obligés de payer certaines... Je vais vous faire écouter, vous allez voir. Vous allez voir le danger que les Ivoiriens courent avec Alassane Dramane Ouattara. Le danger que les Africains courent. C'est l'histoire d'un homme qui n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Ouattara font tout pour soutenir leur candidat à la présidentielle, quitte à lui inventer des soutiens fictifs. Cela s'est passé cet été en Côte d'Ivoire. Une série de publications est apparue sur les réseaux sociaux. Elles ont été reprises par certains médias en ligne. Alassane Ouattara aurait reçu le soutien d'un célèbre constitutionnaliste international pour sa candidature à la présidentielle. Un soutien de poids puisqu'à l'époque, le débat fait rage autour de la légalité de cette candidature. Le président sortant a-t-il ou non le droit de briguer un 3e mandat ? Ce célèbre spécialiste du droit de la Constitution s'appellerait Richard Marton. Et il aurait déclaré que oui, Alassane Ouattara est tout à fait éligible. L'argument est même repris dans une tribune rédigée par des députés du parti présidentiel, publiée dans le journal L'Intelligent d'Abidjan. L'instant où les signataires étaient authentiques et éligibles, voilà, il était normal pour qu'on
que ce constitutionnaliste n'existe pas. Car en effet, ce constitutionnaliste, présenté comme français et du nom de Richard Marton, semble ne pas exister. En tout cas, l'Association française de droit constitutionnel n'en a jamais entendu parler. Je ne connais aucun Richard Marton parmi les constitutionnalistes français, et même plus largement, il n'existe aucune thèse, aucun ouvrage, même aucun article en droit constitutionnel qui soit recensé sous le nom de Richard Marton. Il y a pourtant un nom, mais aussi une photo dans l'une des coupures de presse qui évoque ce spécialiste. Avec une recherche inversée sur Internet, nous avons pu retrouver qui apparaît sur la photo. L'homme possède un profil public sur le réseau social LinkedIn. Il s'appelle bien Richard Marton. Sa profession, gestionnaire de systèmes dans une entreprise du secteur maritime basée en Chine. Il n'est pas constitutionnaliste et sans doute pas au courant que sa photo a été diffusée en Côte d'Ivoire. Au final, même les auteurs de la tribune publiée dans l'Intelligent d'Abidjan reconnaissent ne pas savoir d'où vient cette fausse information. Les éléments fournis étaient des éléments assez percutants, étaient des éléments assez essentiels, mais fondamentalement, il y a eu seulement un couac à ce niveau, au niveau effectivement d'une personnalité, d'une personne qui est inconnue de moi qui avait été citée. Alors, et surtout que il y en a exactement des personnes sans permis de rajouter à ce qui ne devrait pas. Ça résulte d'un sabotage, mais bon, à la limite d'un sabotage ou bien le fait d'une personne qui a pu faire quelque chose. Je ne sais pas d'où ça vient. Une citation et un auteur qui n'existe pas. Il est rapide et simple d'inventer une infox. Il faut beaucoup plus de temps pour démontrer qu'elle est fausse. Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Vous avez entendu? Donc, ils sont même obligés de payer certaines personnes pour pouvoir venir faire une communication, pour aider Ouattara dans son mensonge. J'ai dit, le pays est en danger, la Côte d'Ivoire est en danger, l'Afrique est en danger, et nous devons trouver des voies et moyens pour pouvoir chasser ce marmailleur, brigand sanguinaire, imposteur, vendeur d'illusions de première classe de Ouattara. Parce que si Ouattara ne part pas, je le dis haut et fort que tous les fils dignes de notre pays là vont tomber one by one. Vous avez vu ceux qui sont déjà partis. Vous avez vu ceux qui restent là. Eux, ils sont malades, ils sont clopin. Ouattara ne veut pas partir à la CPI. Ouattara ne veut pas laisser de traces. Ouattara veut que le jour que ça chauffe, il y a un bambon qu'on le Syrie là. Ce jour-là, il n'est pas une personne qui va pouvoir sortir, venir témoigner pour dire « J'ai vu ça. J'ai eu l'ordre de Ouattara de faire tel ou tel truc. » Donc, il va passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir éliminer les gens qui sont autour de lui, les gens qui sont à côté de lui. Parce que Ouattara ne veut pas qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir l'empêcher dans ce qu'il est en train de faire. Élection de 2025, là, je l'ai dit. Je dis 2020, là, c'est pas 2025. Ça passe ou ça casse. Soit les Ivoiriens prennent leurs responsabilités, participent à l'édifice du changement de la Côte d'Ivoire, ou bien nous allons rester là, à nous apitoyer sur notre sort. Et le sort que nous allons nous apitoyer là, c'est d'accepter que Ouattara soit là. Et de continuer à marmailler, à brigander notre constitution, à continuer à tuer, à faire de nos maris, de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants, de nos fils, des exilés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le combat que nous menons aujourd'hui là, c'est pas un combat qui est comme les autres combats. C'est un combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Nous devons libérer la Côte d'Ivoire de la main de ce sanguinaire et de sa bande de clics. C'est en cela que je vous dis, restez concentrés, restez sereins. Regardez l'objectif à atteindre. Ouattara est venu depuis que nous avons connu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Depuis les années 1900, comme que le président, comment on appelle, Houphouët-Boigny a introduit Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de sérénité. Nous avons toujours été dans des problèmes. C'est lui qui a venu les histoires de cas de séjour, les et les où. C'est lui qui a venu diviser. Sinon avant, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Ghanéens, comment on appelle, les Libériens, tous les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, nous étions tous des frères et des soeurs. On venait, on partait. Il n'y avait pas une histoire de « Ah, toi, tu viens de tel pays. Toi, il n'y avait pas.
C'est Alassane Dramane Ouattara qui est venu mettre cette histoire de carte de séjour. C'est lui qui est venu imposer l'histoire de carte de séjour. C'est lui encore qui est venu déstabiliser le pouvoir du président Béziers Père Sonal. C'est lui encore venu déstabiliser encore le pouvoir du Guéhi européen. C'est lui, il est à la base de la déstabilisation de tous les pouvoirs. Un John Dieu politicien sur le volet national, sur le volet international. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'amour, qui a l'ambition, qui a le, comment on appelle, la force, qui adore déstabiliser les pouvoirs. Aujourd'hui, là, leur focus, là, leur objectif à atteindre, c'est de tuer les Ivoiriens s'ils peuvent le faire et puis chercher à nuire aux autres pays, comme les pays de l'AES. C'est l'objectif premier de Alassane Dramane Ouattara et sa bande de clips de merde et de bordel qui sont là, qui foutent la merde et le bordel partout en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. Donc aujourd'hui, là, le combat que nous sommes en train de mener, là, ce n'est même plus un combat pour dire « Ah, c'est un combat de la Côte d'Ivoire, c'est un combat de l'Afrique ». Nous devons tous mettre nos divergences de côté et puis s'unir là pour lever le mal, le cancer, la gangrène, là, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique et du nom de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais emmener les Ivoiriens à se réveiller. Les Ivoiriens à se réveiller. Je vois un commentaire bandéco ici, cherche du travail, ma chérie. Moi, je travaille, je suis tellement... Tu vois, quand tu me regardes, tu sens pas que je suis à l'aise. Tu sens pas que je suis à l'aise? Anyway. Donc aujourd'hui, là, il faut forcément qu'on trouve des voies et moyens. Il faut que Ouattara passe. Il faut que l'opposition soit unie dans la vérité, dans la sincérité, pour que nous puissions chasser ce mauvais, ce mot diaplomate de Ouattara. Cet imposteur qui est venu dégager, qui est venu, comment on appelle, perturber la quiétude des Ivoiriens. Il faut que nous puissions mettre nos divergences de côté, unir, former un bloc et puis chasser Ouattara de la Côte d'Ivoire. Parce que tant que Ouattara est là, la sérénité, la paix, l'amour, l'union, la cohésion entre les fils dignes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest en passant par le centre ne pourra jamais, et je le dis, jamais aboutir. Parce que Ouattara, sa devise là, c'est de quoi? Sa devise, c'est de diviser pour pouvoir régner. C'est ça que sa devise. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Une bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Passez un excellent week-end sous la protection et la grâce du Tout-Puissant. Et vraiment, on reste toujours au serein. On continue de partager massivement mes directs. Et ces temps à venir, il y aura des révélations, des cassements, des lourds cassements de papo. Voilà, au sein du gouvernement de Ouattara, à vous couper le souffle. Donc, restez au coï. Et puis, on part toujours sans crainte et ni peur. Et on part toujours sur roman. Et j'invite tous les militants de GPS à être toujours galvanisés auprès du leader général Soro Kibafori Guillaume. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la personne que moi, la guêpe, je vois et que je cautionne, que je sponsorise, que je suis sûre et certaine qu'il pourra aussi emmener un changement au niveau de la Côte d'Ivoire et mon leader, Guillaume Soro. Donc, vous passez une excellente soirée, bonne fête de la Saint-Valentin et on part toujours sans crainte et ni peur et on part toujours sorrowment. Peace and love à tout chacun. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.